Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Dépression Kirk en France, ouragan Milton en Floride, les épisodes climatiques extrêmes se multiplient. Comment adapter nos villes et nos côtes à cette exceptionnelle qui devient la norme? On en parle avec Marie Desgremont, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des études à la Fabrique de la Cité. Nicolas Perrin, bonjour. Bonjour. Directeur régional Île-de-France d'Enedis. On va présenter en quelques mots la Fabrique de la Cité. C'est un cercle de réflexion des transitions urbaines. Ça veut dire quoi concrètement? Oui, c'est un laboratoire d'idées où on réfléchit notamment aux politiques publiques sur les transitions urbaines, notamment dans les villes moyennes. Et par politique publique, c'est celle de transition énergétique, de transition des mobilités ou encore d'adaptation au réchauffement climatique. Je disais en préambule, ces chaleurs extrêmes, des longues périodes de sécheresse, des inondations qui se répètent. L'exceptionnel devient la norme. Vous le ressentez, ça? Alors, ce n'est pas du ressenti, c'est des données qui sont confirmées par les climatologues et des événements qui étaient très rares, des crues centennales ou des crues trentenales, qui se produisent par exemple 2 fois par an désormais dans certains territoires. Donc ce gros changement est confirmé par toutes les données et puis aussi par les événements récents. Et donc ça pose la question de l'adaptation de nos villes, de nos territoires, et c'est le cœur de ce débat. Un mot d'Enedis. Alors j'ai les chiffres sur Paris, c'est 1200 salariés, 1 600 000 clients. Sur l'Île-de-France, c'est quoi? C'est à peu près x3, 3,5. Donc, on opère en France, à l'échelle nationale, 1,4 million de kilomètres de lignes qui sont soit aériennes pour à peu près une partie d'entre elles, soit la moitié d'entre elles, et puis souterraines pour les autres. Sur Paris même, on opère 9200 kilomètres de lignes de réseau. Et historiquement, j'ai tendance à dire, le réseau qui est partout et à proximité de chacune des habitations, il est évidemment affecté et impacté par les conditions climatiques depuis sa naissance. Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser sur la sensibilité et l'adaptation à ces épisodes climatiques extrêmes. Cette adaptation, elle a commencé, elle est permanente, ou alors il y a une prise de conscience relativement récente? Alors, elle est permanente depuis que le réseau existe. On a cherché à renforcer notamment le réseau aérien, parce qu'on a commencé à créer au 19e siècle, fin 19e siècle, du réseau aérien. On a eu 2 événements assez majeurs qui nous ont impacté sur le réseau de distribution. C'est 1999, la tempête du siècle, qui nous a effectivement durement impacté sur les réseaux souterrains, sur les réseaux aériens. Et puis on a un deuxième épisode sur lequel on avait peut-être plus parlé des conditions et des impacts sanitaires, mais qui est la canicule de 2003, qui a eu un impact, et notamment sur le réseau parisien et francilien, qui a eu un impact assez majeur sur notre réseau souterrain, et notamment certains dispositifs qui permettent de faire la jonction entre les morceaux de câbles, qui sont ce qu'on appelle des boîtes de jonction. Imaginez ça a fondu de gros dominos. Alors, ils n'ont pas fondu, mais ils n'ont pas devenu des chaleurs extrêmes. Ils avaient été conçus dans les années 50-60. Ils n'avaient pas forcément anticipé ce type de sollicitation extrême en termes de température. Et donc, cette tempête de 99 et cette canicule de 2003, elles ont forgé des politiques d'investissement et de résilience, de renforcement de la résilience des réseaux électriques. Ça veut dire qu'il faut quoi? Des plans d'adaptation? C'est de ça dont on parle, Marie Desgremont? Oui, parce qu'il n'y a pas uniquement le secteur de l'électricité, mais il est interdépendant avec beaucoup d'autres secteurs, comme le secteur des transports ou des télécommunications, ou encore de l'eau. Pour faire de l'eau potable, on a besoin d'électricité. Donc c'est tout un ensemble de secteurs qui font fonctionner l'économie. Je pense aussi au bâtiment. Si le bâtiment fonctionne, mais que les transports ne fonctionnent pas, ou inversement, ça pose problème. Donc on a besoin d'une certaine cohérence. Et c'est l'idée de ce plan d'adaptation qui avait été lancé par le précédent gouvernement. C'était d'établir des référentiels différents des référentiels passés pour s'adapter à ce climat et de faire en sorte que ce soit mis en cohérence avec l'ensemble des secteurs concernés. C'est quoi, quand on parle d'un plan d'adaptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire des investissements, des infrastructures à modifier? Comment on en est où de sa mise en œuvre? Alors, on en est où de sa mise en œuvre? Ça a été stoppé par la dissolution. Bon, voilà, comme tant d'autres choses. Ce plan a été préparé par le gouvernement précédent et par les administrations qui ont beaucoup travaillé, notamment sur une trajectoire d'adaptation en rehaussant
le niveau de température moyenne et les intempéries aussi et les risques auxquels sont exposés l'ensemble des infrastructures. Et à partir de cette trajectoire technique, on devait décliner sur des obligations de résistance pour les différents secteurs concernés. En se disant, on peut être dans une trajectoire à plus 4 degrés. C'était prévoir une trajectoire plus 4 degrés. Ensuite, on peut peut se dire, est-ce qu'il faut qu'une trajectoire à plus 4 degrés ou une autre, par exemple. Mais déjà, fixer cette trajectoire et dire, tout le monde doit essayer de réfléchir à comment s'aligner sur ça, et pas uniquement les secteurs qui ont plus l'habitude de gérer des crises, c'était l'idée. Et puis, c'était l'idée de discuter du niveau de service. Est-ce qu'on considère qu'une route, elle peut être coupée 10 jours par an ou pas? Et quels moyens on est décidé à mettre ou pas, jusqu'où on fait de l'adaptation. Et tout ça, ça se discute politiquement, parce que si c'est des ressources qu'on met quelque part, peut-être qu'on les met moins à un autre endroit. Évidemment, justement, en parlant de ressources, sont des investissements lourds pour adapter ces infrastructures dont on parle. Alors pour le réseau de distribution, c'est 3 choses. Ce sont effectivement des investissements lourds. On consacre chaque année au plan national à peu près 1 milliard d'euros à renforcer la résilience du réseau de distribution. On va consacrer 185 millions d'euros sur les 5 prochaines années spécifiquement sur le réseau parisien et sur l'augmentation de la résilience du réseau parisien. Et donc, ce sont des travaux, soit d'enfouissement du réseau aérien, soit de renouvellement d'un certain nombre de composants du réseau souterrain. Avant de réaliser l'investissement, c'est aussi beaucoup de travail avec des organismes de recherche spécialisés pour comprendre comment va se déformer et comment va impacter le climat sur les différents risques avec lesquels le réseau peut être confronté. Ça peut être effectivement les canicules, ça peut être également sur Paris les inondations, et l'actualité effectivement le montre aujourd'hui. Ça peut être dans d'autres territoires la croissance des incendies, la croissance des épisodes de vent et de tempêtes par exemple. Et donc ce qui est important pour un distributeur comme Enedis, c'est de pouvoir avoir une vision assez claire de comment le climat et la déformation du climat va pouvoir impacter de façon plus importante en intensité et en fréquence les différents réseaux et les exposer. Et puis, la troisième chose, quand on a étudié, quand on a investi, et on investit chaque année, et c'est un travail de longue haleine, on travaille sur des perspectives 2035-2040, et qu'on n'a pas pu éventuellement assurer la résilience immédiate du réseau, c'est aller sécuriser et remettre en service les réseaux qui ont été impactés. Et c'est un des grands enseignements de la tempête de 99. On a créé une force d'intervention rapide électricité. Alors ça, on en reparlera, qui s'appelle FIRE en quelque sorte. FIRE, oui. Mais quand je lis FIRE, force d'intervention rapide électricité. Je vous reposerai une question là-dessus, mais ça coûte plus, puisqu'on parle d'investissement lourd quand même. Ça coûte plus cher d'attendre et de réparer la catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça coûte plus cher d'attendre et de réparer. C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe climatique, le coût de la réparation, est-ce qu'il est forcément plus important que l'investissement qui consiste à adapter les infrastructures? C'est des bilans de rentabilité qui sont parfois complexes à mener. Ce qu'on sait et ce qu'on partage avec des gens qui travaillent sur le sujet, comme la Fabrique de la Cité, c'est que la récurrence des interventions va forcément coûter beaucoup plus cher que l'investissement. Et c'est pour ça qu'on arrive à décider aujourd'hui de programmes d'investissement qui sont très volontaristes quand même sur les distributeurs pour pouvoir renforcer la résilience des réseaux dans un contexte où, économie se décarbonant, la sensibilité aux produits électricité va croissante. Vous avez, Marie Desgremont, travaillé au cabinet du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu. Est-ce que nos modèles de gouvernance ils sont adaptés à cette nouvelle donne climatique? Ou alors est-ce qu'on est encore un peu à travailler en silo en fonction des administrations, des régions, etc. Alors, je m'exprime en tant que Fabrique de la Cité. Oui. Mais je pense qu'effectivement, beaucoup de choses sont remises en cause par ce réchauffement climatique, parce qu'il concerne tous les secteurs de la société, parce qu'il concerne notre capacité à gouverner sur le territoire. Par exemple, quand il y a des feux de forêt, des inondations, du recul du trait de côte, ça remet en cause la manière dont on va assurer la prospérité, dont on va assurer l'attractivité économique du territoire. Donc ça, c'est des choses très très fortes. On a su développer des infrastructures par le passé. Désormais, il va falloir les préserver. Et tout ça, on parlait d'investissements massifs. C'est des investissements qui s'étalent dans le temps. Et pour ça, il faut avoir de la visibilité. Donc il faut soit réutiliser des outils qui ont été utilisés pour développer le réseau d'électricité ou le réseau ou les grands barrages hydrauliques, soit peut-être en trouver de nouveaux. Mais là, il y a aussi des nouveaux modèles économiques à trouver. Des nouveaux modèles économiques et un échelon territorial. Le bon échelon, c'est quoi? Parce qu'effectivement, on ne va pas investir de la même façon dans une région où c'est plutôt la sécheresse qui va être la catastrophe climatique récurrente et dans une autre qui va plutôt être confrontée à des inondations. Le bon échelon, c'est quoi? Alors, il y a déjà l'échelon de la coordination entre tous les secteurs. Donc là, l'État a toute sa place pour donner cette visibilité. Par exemple, on parlait
des projets qui peuvent être très chers. Si on les multiplie, ça peut être encore plus cher. Mais si on regarde collectivement, peut-être qu'on a quand même intérêt à les faire. Si l'intérêt collectif est très important, peut-être que la puissance publique peut dire ce projet est coûteux, mais à l'échelle individuelle, vous allez quand même le faire. Ouais. Il y a tout un tas de choses à imaginer à l'échelle nationale. Et puis à l'échelle territoriale, c'est l'échelle du terrain, celle où on va pouvoir voir le bassin versant est configuré de telle ou telle manière, les inondations vont ruisseler de telle ou telle vallée. Et condamner différents bâtiments publics, par exemple. Ça, c'est à cette échelle-là que ça se gère. L'adaptation au réchauffement climatique, ce n'est pas la même chose en Gironde ou en Seine-et-Marne. Et ça nécessite aussi d'avoir des données à l'échelle territoriale qui sont de plus en plus développées du point de vue scientifique et aussi des discussions, des scénarisations, des exercices de prospective. Et par exemple, la région PACA est en train de le faire pour les transports, mais je sais que d'autres collectivités et d'autres échelles territoriales le font. Et donc, cette force d'intervention rapide électricité, FIR, pour reprendre votre prononciation qui est la bonne, j'imagine qu'elle a été là, ou qu'elle est très mobilisée avec la dépression Kirk qui vient de s'abattre sur toute une partie de la France. Alors effectivement, elle est actuellement mobilisée puisqu'on a envoyé des renforts sur 2 territoires particuliers, un territoire de Pyrénées-Landes qui a été assez durement affecté et puis le territoire d'Alsace-Franche-Comté. On a mobilisé un certain nombre de salariés d'autres régions pour pouvoir venir en appui des équipes locales et les aider à réparer le réseau et remettre en service le plus rapidement possible les clients afin d'assurer la consommation et le fonctionnement normal de nos territoires. Est-ce que vous anticipez un dimensionnement différent de cette force d'intervention rapide? Vous voyez ce que je veux dire? Si on est confronté à des catastrophes qui se multiplient, est-ce qu'il va falloir y avoir de plus en plus de salariés d'Enedis prêts à faire ça? C'est une bonne question. Cette FIR, elle évolue. Vous avez entièrement raison depuis la façon dont elle a été créée il y a une vingtaine d'années. Pas forcément tellement en nombre, mais plutôt en termes de mobilisation. On fait des choses aujourd'hui qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Et notamment, on prémobilise les équipes et on déplace les équipes en renfort avant même la survenue de l'événement. On ne le faisait pas forcément il y a 20 ans. On commence à s'équiper en moyens de télécommunication, puisque Marie a abordé le sujet. On a une interdépendance de différents réseaux et d'infrastructures, et les interdépendances entre les réseaux de télécommunication et les réseaux d'électricité sont assez fortes. Donc on s'équipe de moyens qui nous permettent d'avoir et de sécuriser nos télécommunications. Et donc c'est un objet un peu vivant, cette FIR, qui est en train effectivement de s'adapter aux nouvelles conditions. L'essentiel pour nous reste quand même de pouvoir faire les travaux et les investissements qui vont permettre de limiter les impacts d'événements extrêmes et limiter l'intervention de cette force d'intervention rapide, évidemment, bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus partager ces enjeux dans ce Smart Impact. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco et socialement responsables.